Plutôt autocall, la volatilité est très basse, c'est ce qui ressort le mieux en ce moment. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. La classe d'actifs produits structurés est très mature, il faut donc de la diversification pour avoir de la décorrélation. Je ne vais pas être très original, j'ai envie de dire les deux. Université parce que cela permet de pousser certains sujets, et mythe, cela permet d'apprendre à mieux connaître ses partenaires. Alors les défis d'Ad'Equity en 2024, c'est de continuer à accompagner nos partenaires CGP dans des marchés de taux baissiers et equity élevés, et pour cela de proposer des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins de notre clientèle. Et enfin, c'est de les accompagner également sur tout l'aspect réglementaire qui sera de plus en plus présent dans notre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Claire. Bonjour Benoît. Chers partenaires, l'heure est grave, les caisses de l'État sont vides et il faut retrouver de la liquidité. L'un des moyens trouvés et actés via la loi de finances pour 2024 est de mettre fin à la déductibilité de la créance de restitution en présence d'un quasi-usufruit. Mais à quoi consiste le schéma? Claire va nous l'exposer. C'est simple, au lieu de faire une donation en démembrement avec réserve d'usufruit, vous faites une donation avec réserve de quasi-usufruit. Conséquence, la personne qui donne, le donateur, conserve la chose donnée au titre de sa qualité de quasi-usufruitier, mais transmet au nu propriétaire, l'enfant en général, une créance de restitution qui sera à faire valoir sur la succession du quasi-usufruitier à son décès. Une sorte de donation fiscale réduisant les droits de succession sans la transmission du bien. Mais est-ce que ce schéma concerne tout type de biens? Eh bien non, car un quasi-usufruit ne peut se mettre en place que sur des choses fongibles ou consomptibles, qui se consomment par le premier usage ou qui sont interchangeables, donc soit sur des sommes d'argent ou le prix de cession d'un bien, immobilier par exemple, ou encore une clause bénéficiaire démembrée d'un contrat d'assurance vie avec quasi-usufruit. Quelle est alors la nouveauté de cette loi de finances pour 2024 concernant ce quasi-usufruit? Afin de limiter certains schémas abusifs selon le texte, le but est de dissuader sur le plan fiscal le recours à la donation de sommes d'argent avec réserve de quasi-usufruit en rendant non déductible la dette de restitution. Donc, un quasi-usufruit sans avantage fiscal. Est-ce que la non-déductibilité de cette créance s'applique sur la donation d'un bien immobilier sur lequel j'aurais prévu dans l'acte de donation ce quasi-usufruit sur le prix de cession lui-même? Eh bien non, car le texte prévoit expressément ce cas et permet la déductibilité de la créance de restitution, sous réserve toujours que le schéma n'ait pas été mis en place dans un but principalement fiscal. Ok, très bien pour le prix de cession d'un bien immobilier et pour les capitaux d'essai issus d'un contrat d'assurance vie avec quasi-usufruit. La créance de restitution est-elle toujours déductible? Car nous sommes ici également en présence d'une somme d'argent. Alors attention, le texte s'applique pour les sommes d'argent données dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Cela vise donc les actes entre vifs et non pour cause de décès. Au regard de ces éléments, cette non-déductibilité ne devrait pas s'appliquer aux capitaux d'essai d'un contrat d'assurance vie, puisque le défunt ne s'est pas réservé l'usufruit. Il a justement désigné un tiers, qui est souvent le conjoint survivant, les enfants nus propriétaires pouvant toujours imputer leur créance de restitution sur l'actif de succession du quasi-usufruitier. Exact. Sachant qu'en pratique, la donation de sommes d'argent avec réserve de quasi-usufruit n'était pas très développée justement à cause de ce risque fiscal. Donc l'impact de cette mesure devrait être limité. Voilà pour cette première chronique avec Benoît et Claire. On va rentrer dans un sujet un peu moins souriant que les produits structurés. Ça n'a pas été leur meilleure année. C'est sûr. Mais certainement pas la pire non plus. Eh ben ça, on le verra dans un instant, puisque c'est la première interview de l'après-midi. On va évidemment parler d'immobilier et je vous demande de réserver une ovation à Philippe Chambéry qui nous rejoint sur ce plateau. Ça va Philippe? Très bien, et vous-même? Bon, on va se poser une question alors vraiment très très simple. Est-ce qu'on va vers un nouveau cycle immobilier? C'est d'ailleurs une façon de positiver un petit peu. Hein. Enfin, j'espère, je crois. Tu nous donneras quelques éléments de réponse dans un instant. Ton point de vue à toi, avant de débuter cette interview sur l'immobilier, tu es un petit peu
Voilà, fébrile quand tu penses à l'immobilier ou pas? Je te le donnerai plutôt à 17h. Aujourd'hui, D'accord. moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je me dis j'y vais. Bon, J'y vais, mais savoir s'il faut y aller maintenant ou encore attendre 3 mois, les expertises de fin d'année, attendre encore 6 mois, pour être bien sûr de là où on va, mais globalement, plutôt optimiste. on lance, avant de commencer à te passer sur le grill, le sondage en ligne. Quelle zone géographique retient actuellement votre attention sur l'immobilier? L'Europe, le Grand Paris ou en région? Pour l'instant, je ne sais pas combien il y a eu de votants, c'est 100% l'Europe. On verra le résultat Un vrai score soviétique. à la fin. Et on débute notre première partie d'interview. Tu connais le principe, c'est du tac au tac. Donc tu nous réponds vraiment du tac au tac. Immobilier de bureau ou immobilier de santé? Immobilier de santé pour 2024. Immobilier en France ou en Europe? Immobilier en Europe et en France. Cap Santé ou Cap d'Agde? Oh, Qu'est-ce qu'on rigole? Cap Pouah, Santé, pouah, bien sûr. pouah. Cap Santé, d'accord. Vendée Globe ou Transat Jacques Vabre? Ah, bon, malgré l'avarie, là Jacques Vabre. La Jacques Salut Vabre. Christophe. D'accord. Il y a eu une avarie sur le Jacques Vabre? Ah, zut. Pas grave. Ça arrive. Si, grave ou... Arrêt de la course. Ah oui, arrête, d'accord, oui. Bon, ça c'est embêtant. Alors, l'instant défi, tu as 30 secondes pour répondre à cette question qui est, tu le sais, la thématique de ces universités. Quel est le grand défi de cette année pour Privalto? Le grand défi, je dirais qu'il y en a deux. En fait, le premier qui va se poser à nous, bien sûr, c'est dans un contexte assez particulier, la protection de l'épargne qui nous a été confiée par l'ensemble des épargnants. On gère aujourd'hui 40 milliards d'euros sur toutes les classes d'actifs de l'immobilier au travers de fonds grand public de type SCPI, de SCI ou encore OPCI, grand public. Bien sûr, on a connu un contexte très particulier. Le travail qu'on va devoir mener cette année, c'est bien évidemment de se positionner pour protéger cette épargne, autant que faire se peut, des hausses de taux qu'on a connues, qui non pas se poursuivre, mais avec aujourd'hui des valeurs qui nous sont remontées encore négatives pour la fin d'année. D'accord. Protéger, c'est le défi de l'année, si on doit retenir un verbe. Deuxième défi? Deuxième défi, c'est bien évidemment nos 30 ans. On a 30 ans de presque, pas tout à fait vie commune, mais pas loin, parce qu'on se suit quand même depuis quelques temps. Est-ce que tu as une anecdote? Alors, écoute, il y a pas mal de choses Moi, j'en ai plein. Hein. qu'on ne peut pas dire. Je ne parlerai pas de cartes, parce que bien évidemment, je suis toujours dernier. Ce qui se passe sur le bateau, ça reste sur le bateau. Ça. Allez, petite anecdote, ça m'a fait rire de voir Adrien vous rejoindre et de créer effectivement cette SCI avec vous, donc longue vie à l'Innocence. C'était le mercato de l'année dernière. Un bon mercato. D'accord, Il y a 2 ans même. 2 ans. 2 ans, oui. d'accord. Le Bon, temps passe vite. donc sans rancune pour Aucune rancune. David Adrien et une amitié conservée. On débute l'interview à proprement parler. Elle sera supportée par une photo ou une image que tu nous as apportée. Elle va apparaître tout de suite à l'écran et je te demande de la commenter. C'est le premier dessin qu'on a. Trop de télétravail, j'en peux plus, boss, il faut que je prenne une semaine de travail. C'est très drôle, effectivement. Alors, celle-là, elle est marrante. Je la découvre, effectivement, ça a rendu fou un petit peu tout le monde, le télétravail. On l'a choisi avec Daniel Weil, que vous connaissez bien. Oui. Je le salue au passage. Pourquoi? Parce que ce qu'on voulait montrer au travers de cette illustration, c'est que rien n'est permanent. On a des cycles auxquels on fait face. L'immobilier n'échappe pas à la règle au cas où ça aurait pu échapper à la majorité d'entre nous. Et le bureau en est une bonne illustration parce qu'effectivement, avec le Covid, on est passé d'un tout bureau à un tout télétravail. Aujourd'hui, vraisemblablement, on en arrive plutôt à une solution médiane avec des jours instaurés de télétravail dans la majorité des entreprises françaises. Et puis aujourd'hui, aussi des gens qui souhaitent revenir sur le bureau. Ce qui veut dire que C'est vrai. là, ça nous amène effectivement vers le cœur du sujet, parce que le bureau reste, on va dire, l'objet le plus visité en France et en Europe, d'ailleurs en termes d'investissement. Donc c'est le marché le plus profond, le plus liquide, et donc ça nous oblige, nous, en tant que gestionnaires, on parlait de préserver l'épargne, à penser un petit peu ce que sera le bureau de demain. Mais c'est applicable également aux autres classes d'actifs. C'est ton espoir qu'il y ait un retour de balancier sur le Oui, bureau, avec alors mais là, un mouvement sociétal de Le retour au bureau bureau. n'est pas mort. le bureau n'est en tout cas pas mort du tout. Voilà. Bon, première question. Comment ça va? Écoute, pas mal, pas mal. On a vécu des années meilleures, effectivement, en termes de collecte que 2023, mais toute chose égale par ailleurs, ça s'est plutôt bien passé. On va fêter notre 13e anniversaire, puisque l'EPREM a été créé en 2011. Après ces 12 exercices pleins, on gère les 40 milliards d'euros sur l'ensemble des classes d'actifs. On est devenu leader en immobilier de santé en Europe. On a Joli closé parcours. de très beaux deals au cours de ces 12 dernières années. On avait commencé...
salue Laurent au passage, mais tout le monde avec la Tour Adria en 2015 qui avait donné un petit peu le là en fait de notre démarrage sur la partie immobilière institutionnelle. Ensuite, on a closé Gessimed, vous vous rappelez peut-être, en fait portefeuille de santé en 2016. On a fait Lumière en 2019, actif de bureaux dans le 12e arrondissement de Paris, 120 000 m², et puis on a fini cette année Paris CAD. Donc voilà, aujourd'hui c'est des implantations dans 7 pays européens, des bureaux également à Londres et puis à Singapour, et des ambitions en matière de développement intactes, il ne faut pas s'y tromper, par à la fois de l'organique et de la croissance externe, avec un marché effectivement qui encore, à l'heure où on se parle, reste compliqué, mais la sortie de crise est proche. Du coup, l'état L'opération d'esprit- avec ICAD vous a permis d'aller même au-delà des frontières de l'Europe, c'est ça? Non, alors l'Europe, on est en fait aujourd'hui investisseurs français et européens, et on est présent dans 7 pays européens. Voilà. Oui, d'accord. Donc on aurait dû modifier le sondage en parlant du monde alors. Oui, Bon, pour l'instant, on se cantonne à recherche l'Europe, d'investisseurs. la région et le Grand Paris. L'état d'esprit pour 2024, on te sent Écoute, offensif. ouais, on est offensif. En tout cas, on va travailler, je pense, de manière sérieuse et organisée, toujours dans cet objectif en fait, de préservation de l'épargne. L'idée, ça va être véritablement, effectivement, de continuer à œuvrer sur les portefeuilles existants, parce que ces 40 milliards, ils existent, donc on ne va pas les abandonner, on va les faire progresser. Je vous rappelle en fait que beaucoup de nos fonds sont labellisés ISR, donc on s'inscrit également dans une démarche d'amélioration de ceux-ci, puisque le label n'est fixé que pour une période triennale, au terme de laquelle on est censé en revoir l'expert, en tout cas le certificateur. On doit également travailler sur les flux locatifs, on doit travailler à faire en sorte que les recommercialisations le soient dans de bonnes conditions, notamment au plan locatif. Il faut travailler donc les vacants, et puis il faut renégocier les baux en place dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on arrive à faire, notamment sur la santé, c'est vrai aussi sur le bureau, où on a plutôt une majorité de grands utilisateurs. Donc c'est tout autant de tâches auxquelles on va s'atteler tout au long de l'année 2024 pour préparer le futur. Parce que le futur, c'est quasiment demain. On a des prix qui se reforment, on a des conditions macro qui commencent à se stabiliser, avec vraisemblablement en ligne de mire une stabilisation, voire une baisse de ceci. Si tant est que le marché recommence à transacter, on en arrivera en fait à des prix fixés, donc entre guillemets le prix juste, et c'est à partir de ce moment-là effectivement que s'ouvrira la prochaine période. Et d'où notre volonté de s'inscrire dans ce nouveau réel immobilier, comme on l'appelle, pour réfléchir d'ores et déjà aux prochaines solutions. Donc la baisse des taux, c'est un peu de vent dans les voiles, pour reprendre Ouais. l'image du bateau. Ouais. Est-ce que, une question qui est justement pour moi investisseur, savoir si je réinvestis maintenant ou pas, est-ce qu'on doit attendre une queue de correction sur les valorisations sur début 2023 sur certains segments, ou est-ce que 2024, pardon, ou est-ce que le plus gros de la correction est fait? Le plus gros de la correction est fait, mais il y a encore des corrections à attendre sur l'ensemble des classes d'actifs, je pense, pour le début d'année 2024. D'accord, donc Voilà. après On pourrait en fait glisser peut-être sur le deuxième trimestre dans une moindre proportion, mais il y a encore effectivement de la baisse à attendre sur cette première partie d'année. D'accord, et justement, j'imagine qu'une fois que cette queue de correction est finie, Tout à fait. ça va générer des opportunités. Est-ce que vous en avez déjà identifié quelques-unes? Alors effectivement, il faut que les sujets soient purgés pour que les opportunités puissent effectivement arriver. Il y en a pas mal d'opportunités aujourd'hui. Si tu veux te positionner sur du bureau, clairement, ça va être le cycle du value add. Ce sont des actifs en fait qui vont nécessiter, par exemple, de la réhabilitation. On est sur des opérations sur lesquelles on fait des business plans à 3-5 ans. On va chercher des TRI de l'ordre de 15%. Ce sont des opérations en fait 15%. Donc ça fait longtemps qu'on ouais, n'avait pas vu parce ça que quand même. au regard des décotes significatives sur lesquelles on peut se positionner actuellement, ça peut entraîner à 3-5 ans 15% de TRI. Bon, toute chose égale par ailleurs, parce qu'on ne parle pas non plus de financement et tout dépend du niveau de levier que tu vas mettre. Si on regarde aujourd'hui les taux, c'est sûr que sur le court terme, il y a un Euribor qui est encore à 4 plus marge bancaire. Bon, c'est un peu plus compliqué. Là, on se projette en fait en forward, j'ai envie de le dire, sur un an pour l'Euribor, mais déjà les taux fixes 5, 7, 10 ans commencent à décaler et on se retrouve déjà aujourd'hui dans une situation un peu plus favorable, même si, bien évidemment, on est loin de ce qu'on a connu il y a 2 ans avec des taux à zéro. Donc, bien évidemment, l'effet levier était d'autant plus intéressant. Les autres opportunités qu'on va avoir certainement, c'est toujours en fait sur notre créneau de prédilection, qui est celui de la santé. Alors là, je dirais en fait que la taille fait un peu la différence dans la mesure où on a aujourd'hui une forme de reconnaissance de la part du marché en France, mais également à l'international, qui nous donne accès à un énorme deal flow. Et
au regard en fait, des décompressions de taux à l'acquisition qu'on a pu observer déjà sur certains marchés, européens en particulier, parce qu'en fait c'est un marché qui décompresse relativement peu. Si on regarde uniquement le marché français, on a eu des corrections de valeur assez limitées. En pourcentage, c'est 3 à 5% en fonction des typologies d'actifs et des portefeuilles, mais ça peut être un peu plus dans les pays européens. Et aujourd'hui, effectivement, il va y avoir toute une série d'opportunités à saisir. Et puis, si on devait également observer d'autres sous-jacents immobiliers potentiels à investir cette année, on pourrait très bien en fait, retenir la thématique, par exemple, du résidentiel, et pour le libre et l'intermédiaire en particulier, parce que sur l'intermédiaire et le social, de façon générale... Dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, le résidentiel, en général. C'est vrai. Pas un peu l'absentéisme. Tu as des rendements qui sont relativement secs, mais en tout cas des fondamentaux à l'œuvre qui sont extrêmement intéressants pour un investisseur long terme. Parce que l'immobilier, c'est le long terme, pas l'oublier. Oui, et tu es optimiste. On l'a senti, même si Voilà. voilà, ça a Il reste un peu il y a un peu de chemin à faire, mais globalement, en fait, on est sur voilà, une classe d'actifs qui me paraît intéressante. Le résultat du sondage va t'intéresser. Quelle zone géographique retient actuellement votre attention sur l'immobilier? Tu vois, c'est presque aux 2/3 l'Europe qui revient, 61%. Région, 32%. Et le Grand Paris est le grand perdant, là, pour le coup. Grand Paris, 6% seulement. C'est intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe sur le Grand Paris? On disait tellement que le Grand Paris était... Je pense que c'est l'endroit. l'impact bureau, à mon avis. C'est le bureau. Tu te souviens peut-être hier, pour ceux qui ont participé, on parlait des intentions, en fait, du même retour. Le bureau était dernier. Oui, c'est Là ça. où C'était effectivement les investisseurs 6%, je crois, hier. institutionnels aujourd'hui Aussi. maintiennent le bureau en tête de leurs intentions d'achat, mais avec effectivement une forte dichotomie qui s'est opérée sur cette classe d'actifs entre les bureaux centraux, les bureaux de qualité et compliant au niveau ESG, et puis des actifs en première, deuxième couronne, plutôt ressemblant à de la passoire thermique dont la valeur vénale à terme serait proche de zéro. Donc là, effectivement, il y a un vrai remodelage du paysage. Et puis le discours du Grand Paris, c'était effectivement les Jeux Olympiques avec toutes les constructions des métros qui allaient... Oui, le Grand Paris Express. Mais ils sont tous en retard. Donc, du coup, ils sont légèrement en retard, mais le Grand Paris Express sera prêt... Après, c'est quand même 400 km de voies qui fait de Paris en fait, le On- premier réseau ferré international. Et on double la taille du réseau de métro actuellement, donc ça va tout changer pour l'immobilier. On pourrait en parler des heures, on en parlera tout à l'heure. On va accueillir ton ami Christophe Inizan dans un instant. Merci infiniment. Merci. Philippe, une petite page de pub et on poursuit le débat, notamment sur les taux. À tout de suite.